Les invisibles. Juin 2020. Ma vie bascule du jour au lendemain dans une maladie neurologique, rare, qui n'a de poétique que le nom. Le syndrome du mal de débarquement. Les symptômes qu'elle m'amène vivent en colocation avec moi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ne prennent jamais leur week-end. Je n'ai donc pas la place pour un autre combat. Du moins, c'est ce que je crois. Puis vient ce jour où je témoigne dans une émission télé, dans l'espoir de rendre visible l'invisibilité du syndrome dont je suis atteinte. À peine sortie du plateau, forte de cette expérience, et encore dans mes talons rouges, une évidence s'installe. Je n'en resterai pas là. Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Donner un espace de parole au travers d'un podcast aux personnes qui luttent, bien souvent en silence, contre des maladies invisibles. Et contre les regards de société qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux combats, plus souvent subis que choisis. Et si, comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute! Morane vit avec deux syndromes rares. Nutcracker, dit casse-noisette en français, et Wilkie. De ces syndromes découlent de nombreux troubles, intestinaux, gynécologiques, ainsi que de fortes douleurs. Dans une période traversée par une lourde errance médicale, diverses hospitalisations et des opérations qualifiées d'échecs, Morane tombe enceinte. Elle se met alors en pause avec le monde médical pour profiter de l'éphémère de la grossesse. Dans cet échange, Morane croise son regard d'infirmière avec son regard de patiente. Son témoignage est à la fois riche et douloureux. Pour reprendre ses mots, en devenant patiente, elle est passée de l'autre côté de la barrière. Elle me conte notamment que lors de ses hospitalisations, elle s'est promis de faire abstraction de la qualité de la prise en charge médicale. Mais cela lui a été impossible, tant les dysfonctionnements dans les hôpitaux sont flagrants. Violence ordinaire, infantilisation de la part des médecins, pression du corps médical à faire des soins qu'elle refuse. La soumission à l'autorité et la maltraitance qu'elle a subie ne lui font plus voir son métier du même œil. Après une année d'arrêt de travail, elle revient au service de néonatologie où elle exerce et remet totalement en question sa posture professionnelle. Petit à petit, elle transpose son expérience en tant que patiente à sa profession d'infirmière, ce qui lui révèle des compétences nouvelles. Morane nous donne des exemples concrets de son quotidien professionnel. Elle évoque aussi les mécanismes de la violence ordinaire. Merci à Morane pour ce courageux et authentique partage, et félicitations à elle qui vient tout juste de donner naissance au magnifique Marius. Nous profitons de cet épisode pour remercier sincèrement le corps médical bienveillant et investi dans nos suivis. Nous promettons de continuer à nous battre pour vos droits qui, par ricochet, influent sur la qualité des soins que vous nous prodiguez. Salut Morane! Salut Tamara, comment tu vas? Ça va, je te remercie. Et toi, comment tu vas? Ouais, ça va aussi. Les petits jours sans, mais on fait avec. Ouais. Alors écoute, moi je t'interviewe aujourd'hui parce que tu vis avec deux syndromes rares. Je ne sais pas si je les prononce très bien. Le premier, c'est le syndrome de Nutcrackers ou C'est ça, Nutcrackers, qui au final en français veut dire casse-noisette, si je ne me trompe pas. totalement. C'est son nom gâté, comme on dit. C'est son nom gâté, tu dis? Ouais, pardon, je viens de l'île de la Réunion et du coup, c'est un petit nom gâté, c'est un petit surnom gentil, tu vois. Ah, trop chou! Et puis le deuxième syndrome, c'est le syndrome de Wilkie. C'est ça. Celui-là, j'en suis globalement guérie, mais oui, du coup, je vivais avec les deux syndromes. D'accord, donc deux syndromes rares et en plus de ça, tu es infirmière. Ouais. Et du coup, mon souhait aujourd'hui, c'était vraiment de t'interviewer pour faire parler ce double regard tout au long de l'épisode, ce regard que tu as en tant que personne qui vit avec des maladies et qui peut être du côté des patients, et le regard de l'infirmière parce que c'est ta profession. Ouais.
Ça marche. Est-ce que tu pourrais nous parler de ces deux maladies rares et puis quels sont les symptômes en fait? Parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui en ont entendu parler. Moi, je ne les connaissais pas du tout. Ouais, Et voilà, si tu pouvais un tout petit peu nous dresser le tableau de ces deux syndromes. ça marche. Alors, ces deux syndromes sont, comment dire, ils viennent d'une même. En fait, ces deux syndromes qui découlent d'une même, même problématique, on va dire. C'est une malformation de naissance sur des gros vaisseaux de l'abdomen. Donc, en fait, on pourra faire court, mais il y a l'aorte en fait qui descend du cœur jusqu'en bas du bassin. Et ce gros vaisseau, il irrigue, tu sais, tous les systèmes en bas digestifs, enfin bref. Et dont un autre système, celui qui va irriguer tout le système digestif, qui part de l'artère mésentérique supérieure. Ça s'appelle, voilà, un peu de technique. Mais en gros, il y a une pince. Normalement, ça forme un angle à peu près harmonieux. Et en fait, il y a une pince qui se crée dès la naissance et qui finit par, en fait, avec la croissance qui se réduit. En fait, ça fait comme un angle extrêmement serré. Et dans cet angle passe la veine qui draine le rein, donc la veine du rein gauche. Et dans quelques cas, ça coince aussi la première partie du tube digestif, donc le duodénum. Donc moi, j'ai pas eu de chance, j'ai eu les deux. Et donc, en fait, c'est quelque chose, tu peux l'avoir toute ta vie et pas forcément t'en rendre compte. Enfin, c'est vraiment un coup de pas de chance. C'est très rare. On ne sait pas si c'est très rare. Probablement qu'il y en a un petit peu plus que ce dont on se doute, mais voilà. Donc, le fait d'avoir des symptômes, etc., ça, c'est rare, par contre. Et donc, du coup, moi, j'avais ma veine du rein qui était bloquée complètement dans cette pince. Et la troisième partie, enfin, la fin de l'estomac, en gros. Donc, ça a commencé avec des symptômes digestifs assez brutalement. Euh, comment dire, des vomissements, des douleurs à l'estomac. J'ai perdu énormément de poids, je pouvais plus m'alimenter. Enfin, ça a été vraiment les premiers, comment dire, les premiers signes. Et en fait, et à côté de ça, il y a tout ce qui est une grosse symptomatologie douloureuse avec des douleurs du flanc gauche, dans le dos, du rein, qui descendent en fait jusque dans le pelvis et qui donnent des douleurs qui ressemblent à celles de l'endométriose, des douleurs pelviennes constantes. Voilà, avec plein de comment dire, tout le panel de symptômes urologiques, gynécologiques, voilà. Mais les principales, comment dire, les principaux symptômes, c'est vraiment les douleurs qui alertent en général, et souvent ce sont des douleurs qui commencent assez tôt dans l'adolescence et auxquelles on ne prête pas forcément attention. Des douleurs, tu vois, des douleurs quand tu as tes règles, des douleurs, voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que ça avait commencé, mais tout le monde me disait que c'était normal. Et après, ben, on ne sait pas pourquoi chez moi ça a commencé aussi brutalement, mais du coup, après, ça a apparu d'un coup en février 2019. Voilà. Donc, tu n'étais plus une adolescente à ce moment-là? Non, j'étais plus une adolescente. J'avais, je sais plus, 24 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'était assez brutal. Voilà, Et en fait, comme apparition. Tous ces symptômes, ils découlent seulement, entre guillemets, mais de cette pince qui bloque une veine au final. Exactement. C'est fou, hein? Vraiment. Et du coup, j'imagine parce que vu que donc ça c'est vraiment lié aux nutcrackers, je le dis avec un super accent. Et donc pas à Wilkie. En fait, Wilkie, ça va concerner surtout les symptômes digestifs. Et le nutcracker, il va concerner tous les symptômes douloureux, enfin tout ce qui est douleur, symptômes urologiques et au niveau du rein. Et en fait, ça va créer, en fait, le sang, quand il ne sait pas où aller, il crée des collatérales, ça s'appelle des varices, et ça crée une congestion pelvienne qui donne des douleurs dans le pelvis. Donc, en fait, c'est l'association des douleurs dans le flanc gauche, dans le pelvis, etc. En fait, ces deux syndromes. Ça, c'est le nutcracker. Ok. J'ai l'impression que ces deux syndromes se superposent un peu. C'est ça, c'est la même chose. Enfin, ça vient de la même chose, mais tu peux avoir un nutcracker, mais ne pas avoir le Wilkie.
avoir un Wilkie sans avoir le nutcracker, c'est assez rare, mais tu peux avoir un Wilkie très prononcé et un nutcracker qui est léger. Ça dépend, mais en fait, c'est la même pince qui coince ces deux systèmes, en fait. J'imagine du coup, vu que c'est deux syndromes rares, que tu es passé par une grande période d'errance médicale. Ah oui, ouais. Alors, euh, alors oui et non. J'ai eu une lourde période d'errance médicale, on va dire, mais elle n'a pas été très longue dans mon cas. J'ai eu énormément de chance dans mon malheur, en fait. C'est comme l'apparition a été brutale et que j'ai été très, très vite malade. Ça a été assez vite. J'ai eu que 7 mois, que 7 mois, quand beaucoup de personnes que je connais, que je côtoie dans les groupes, etc., elles peuvent faire 15 ans, 20 ans d'errance médicale sans aucun souci. Donc, après, si tu comptes toute l'errance médicale des symptômes gynécologiques depuis que je suis adolescente, finalement, ça fait beaucoup plus. Mais en tout cas, avec le début brutal des symptômes, voilà, on va dire à peu près 7 mois d'errance. Voilà. Et à quel moment tu as pu avoir un diagnostic et comment tu as rencontré une personne qui était spécialiste de ces syndromes-là ou comment ça Ouais, s'est arrivé? ça a été assez long. Enfin, ça m'a paru long en fait parce que pendant ce temps-là, j'étais vraiment vraiment malade. Et puis comme quand on peut pas s'alimenter quand on a faim, c'est un enfer. Et euh, et du coup, comment dire, je suis passée. En fait, ça se voyait déjà aux examens, mais c'est comme c'est quelque chose qui est pas connu. Les spécialistes que j'avais rencontrés n'avaient pas vu ou ne voyaient pas la subtilité de la chose. En fait, j'ai commencé à être malade en février et j'ai été diagnostiquée début août à peu près. Et, euh, et en fait, sur exactement les mêmes examens que j'avais déjà passés, en fait, voilà, j'ai atterri plusieurs fois aux urgences, plusieurs fois, voilà, on m'a dit que c'était dans ma tête, que voilà, le petit parcours classique. Femme, jeune, symptômes qu'on ne comprend pas. Voilà. Et en fait, sur un miracle, je suis tombée sur quelqu'un qui l'a écrit dans un compte-rendu de scanner, que ce syndrome, c'était écrit noir sur blanc, aspect en syndrome de Casse-Noisette, je me rappellerai. Voilà. D'ailleurs, on a beaucoup rigolé quand on a vu ça parce qu'on se dit, mais c'est quoi ce truc encore? Et il a écrit justement que j'avais mon duodénum, il lui restait que 3 millimètres, tu vois, donc c'était vraiment très très court. Et en fait, il a écrit ça dans sa conclusion mais sans trop chercher plus loin. Et en fait, j'ai vu une gastro-entérologue qui m'a dit, ah bah si, je pense que c'est ça, vous avez ce syndrome-là, il faut absolument voir un chirurgien vasculaire. Et c'est à partir de ce moment-là où le diagnostic a été posé et on est rentré un peu dans le vif du sujet. C'était quand même un soulagement à ce moment-là? Ouais, ouais, entre soulagement et bah, quand tu commences à faire des recherches, tu commences à voir les prises en charge, ce que ça donne, etc. Et tu fais, ah ouais, ok, c'est un petit truc, mais quand même un soulagement parce que de s'entendre dire que c'est dans ta tête, etc., quand tu sais que non, c'est toujours compliqué, quoi. Surtout quand tu es infirmière. Bien sûr. Tu vas nous expliquer la prise en charge, mais avant ça, je voulais te demander, est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle casse-noisette? Eh ben, je crois que c'est parce que sur les images, ça ressemble à la pince qui casse les noisettes. Ok. Voilà. Ouais, c'est vrai, ça peut paraître assez logique. J'aurais pas pensé à ça, Ouais. mais ok, d'accord. Et donc, la prise en charge commence à ce moment-là, après ce diagnostic. Et qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe pas grand-chose pendant un petit moment. Donc, on me pose le diagnostic. Qu'est-ce qui... Je rencontre un chirurgien vasculaire qui me dit, OK, super, vous avez ce syndrome, ça tombe bien, je connais. Je vous propose une chirurgie. Donc, jusque-là, tout va bien. Et après, il me dit, par contre, ce qui m'embête, c'est vos symptômes digestifs. Et en fait, c'est là que moi, mon Wilkie m'a retardé beaucoup ma prise en charge par rapport au casse-noisette parce que ceux qui voulaient bien prendre en charge le casse-noisette, eh ben, ils voulaient pas prendre en charge le Wilkie et inversement. Donc, ça a été très compliqué.
Je suis tombée sur un chirurgien, voilà, qui m'a dit, il faut faire un bilan, il faut qu'on aille vérifier que ce soit pas autre chose. Ah, tu te dis, oh, purée, j'ai déjà un diagnostic, en gros, ça me suffit, quoi. J'ai pas besoin. Et donc, hospitalisation, une première hospitalisation pour exploration. Donc, là, c'est le truc sympa. T'arrives, veille de week-end férié, et en fait, t'arrives et personne sait que tu viens. Et en gros, tu te dis, bon, bah, qu'est-ce qui est prévu? Ah, bah, je sais pas. Très bien. On commence très, très bien cette prise en charge. Je suis ravie. En fait, moi, je vais y aller. Et puis, quand vous saurez, je reviendrai. Hyper rassurant. Enfin, bref. Ah ouais, c'est clair. Donc, du coup, je me fais hospitaliser une deuxième fois où ils avaient prévu un peu plus d'examens. Et là, on commence à me faire flipper, à me donner d'autres types de maladies, des trucs, on me parle de cancer systémique. Enfin, vraiment, on va très, très loin. Waouh. Donc, moi, je commence cette hospitalisation en me disant, ouais, enfin, attendez, on a posé un diagnostic, les autres scanners, ils étaient normaux. Enfin, on peut juste passer à l'étape suivante. Et non, il fallait absolument éliminer d'autres diagnostics. Donc, du coup, voilà, tu te fais hospitaliser pour ce genre de recherche. Et c'est là que je me suis confrontée au milieu médical, mais de l'autre côté de la barrière. Et c'est particulier. Bon, on y reviendra probablement après. Voilà, tout ça pour dire que finalement, j'ai vu un premier chirurgien qui m'a dit, je ne vous opère pas parce que je ne sais pas quoi faire de votre syndrome de Wilkie. Très bien, je vous adresse à un autre chirurgien. J'ai vu un autre chirurgien qui m'a dit, pas de souci, je vous opère le mois prochain, mais qui m'a jamais rappelé. Voilà, malgré des relances, donc ça a été vraiment une période très compliquée. Du coup, je suis retournée voir ce premier chirurgien qui m'a dit, je ne peux toujours rien faire pour vous. Donc, il m'a renvoyé vers un autre chirurgien qui, lui, m'a dit, OK, on va refaire un petit bilan de la prise en charge. Voilà, des mois et des mois d'attente. Tout ça pour que je me fasse opérer en juin 2020. Et donc, il a déplacé mon duodénum, en fait, ce qui était coincé, et il a déplacé ma veine, en gros. C'est deux interventions très, très, très lourdes, mais voilà, en gros, voilà, sauf que je me suis réveillée exactement avec les mêmes symptômes, en tout cas les mêmes douleurs. Pour ce qui est du casse-noisette, ça allait un petit peu mieux au niveau du Wilkie, mais voilà, du coup, cette première chirurgie est un échec. Donc, on m'en propose une autre pour aider ma veine à reprendre sa forme l'année dernière, qui n'a pas fonctionné non plus. Donc, me voilà, je suis toujours au même stade, c'est ma prise en charge. Donc, malgré ces 2 opérations, il n'y a pas eu d'effet vraiment escompté, tu dis, au niveau du Wilkie, donc c'est-à-dire au niveau digestif, il y a quand même eu des améliorations? Ouais, si, au niveau digestif, par contre, ça a vraiment. En fait, comme c'est de la tuyauterie, tu vois, c'était plus coincé, donc ça, au niveau digestif, ça fonctionnait. Après, il y a des symptômes qui restent. Hein, comment dire, je peux pas. J'ai encore quelques nausées après les repas. Enfin, après, c'est des petites choses où c'est végétatif, donc tu peux essayer de travailler dessus. C'est jamais simple, mais globalement, je peux remanger. J'ai réussi à reprendre un petit peu de poids. Enfin, quand même, ça va beaucoup mieux au niveau du Wilkie, mais par contre, effectivement, pour le casse-noisette, c'était un échec cuisant. Donc, quels sont les symptômes qui persistent maintenant? Aujourd'hui, je vis avec des douleurs chroniques au niveau de mon rein gauche, pour redonner une localisation générale. Donc le flanc, le dos, et j'ai beaucoup de symptômes urologiques qui sont un petit peu gênants. Voilà, j'ai envie de faire pipi tout le temps. Enfin, tu as des petites choses qui sont pas graves mais qui sont pénibles. Je suis très sujette aux calculs rénaux, infections urinaires. Ouais, ça fait beaucoup. Voilà, ouais, ça fait beaucoup. Et les symptômes gynécologiques qui persistent avec les douleurs au niveau du pelvis, les douleurs quand j'ai mes règles, les douleurs voilà, en fait semblables à celles de l'endométriose et les douleurs pendant les rapports sexuels, etc. Ça, c'est... Voilà. Ok, et est-ce qu'il y a quelque chose maintenant qui peut être fait pour toi et te soulager? T'en es où là-dedans?
Alors moi, je fais une petite pause de médicale parce que j'ai découvert que j'étais enceinte entre-temps, donc c'était Hmm. une super nouvelle. Oui, parce que j'allais te poser la Après, question, vu qu'il y avait un peu les soucis gynécologiques, avec cette ressemblance à l'endométriose, est-ce qu'il y aurait pu y avoir voilà, une fertilité un peu touchée? Enfin, voilà. eh ben, il y a probablement eu parce que en fait, l'apparition de mes symptômes ont commencé. Enfin, ça coïncide avec l'arrêt de ma pilule. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ma pilule cachait les douleurs pelviennes et tout ça. Probablement. Je ne vais pas m'avancer, mais voilà. Et on a quand même. Bon, après, il y a eu toute cette phase d'hospitalisation, d'opération où on est passé à autre chose, mais les symptômes ont commencé au début du projet bébé. Donc, on a quand même mis 2 ans et demi à concrétiser ce projet, même si on était un petit peu passé à autre chose. Mais voilà, c'est donc probablement qu'il y a une petite infertilité. Et c'est surtout que quand on m'a opéré l'année dernière pour poser le stent dans ma veine rénale gauche, on m'a dit une grossesse moyen quand même. Mais bon, mon corps elle m'a décidé autrement. Ouais, et puis c'est long 2 ans et demi quand on a envie d'avoir un bébé. Du coup, Ouais, bah, félicitations. Je crois merci que beaucoup. les auditeurs seront aussi heureux et heureuses pour toi que moi-même. Et c'est vraiment cool de pouvoir t'interviewer bah, à ce moment-là de ta vie aussi. Ouais, ouais, c'est un moment beaucoup plus simple parce que j'ai ce projet-là qui me porte et c'est voilà, forcément quand tu vis dans une maladie avec une maladie aussi invalidante que celle-ci, voilà, d'avoir ce projet qui arrive et qui se concrétise, c'est toujours un miracle quoi. Donc c'est super. Ouais, c'est porteur. Est-ce que tu as vu des modifications par rapport aux symptômes depuis que tu es enceinte? Ouais, en fait, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que j'avais plus de douleurs. Ah, dans ce sens-là. Donc, ouais. Zut, il y avait quand même une attente que ce soit plus positif. Enfin, souvent, hein, il y a des maladies qui se calment un peu Ouais. pendant les grossesses. Non, malheureusement, ok. Non, malheureusement, non. Après, je pense que tout ce qui est le petit cocktail d'hormones aide à ce que ça soit plus facile à supporter, mais les douleurs ressenties en tant que telles sont un peu plus fortes. Hmm. Donc actuellement, Voilà, surtout là sur la fin. ah ouais, parce que t'es à combien de mois? Et là, je suis à 7 mois et demi et j'accouche dans moins d'1 mois, Oh donc ça va punaise, aller très très faudrait vite. pas que ça arrive pendant l'interview. Non, t'inquiète, t'inquiète. Du coup, tu disais, tu fais une pause maintenant. Ouais, je fais une pause. En fait, j'ai rencontré. En fait, je fais une pause. Juste avant que je sache que je suis enceinte, j'avais déjà contacté 2 spécialistes qui s'y connaissaient un petit peu plus. Euh, le premier, ça c'est. Voilà, sachant que j'ai traversé la France quand même pour d'un bout à l'autre pour aller le rencontrer. Donc, il m'a un peu promis monts et merveilles, une prise en charge super. Maintenant, bah, évidemment, quitte à dénigrer le travail qu'avaient fait ses collègues là où je vis. Enfin, tu vois, il est allé un peu loin. Donc, moi, je lui ai fait confiance en me disant, OK, voilà, il est connu. Enfin, voilà, ça va bien se passer. Et en fait, voilà, c'est une équipe qui commence à avoir mauvaise réputation et qui m'a un peu laissé en plan complètement à poil dans un bloc. Il m'a dit non, bah, c'est pas ça, allez voir ailleurs, en gros. Ok. Voilà. Et donc, du coup, j'ai contacté un autre chirurgien qui s'y connaît aussi. Et probablement qu'il y aura une autre chirurgie, mais il a une liste d'attente énorme. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. Et voilà, et puis je pense qu'il y a des moments où tu as besoin aussi de faire un break parce que ça s'est vachement enchaîné au final. Ça fait que 3 ans au final que je suis malade, que 1 an et demi que j'ai été opérée. Enfin, j'avais besoin aussi là c'est tombé à point nommé en fait. Hmm. Ouais, puis j'entends, mais des fois, c'est pas évident. Il y a une sorte de dilemme des personnes atteintes de maladies, c'est-à-dire qu'il y a un bout où tu as besoin de trouver des solutions pour aller mieux. Donc, tu cours un peu les médecins, tu es tout le temps en train de chercher des solutions. Tu te formes beaucoup aussi en tant qu'autodidacte et au C'est sujet de ça. la santé. Et en même temps, entre les symptômes et des fois les états de fatigue chronique tellement énormes, bah, en fait, tu as besoin de pause. Puis, c'est pas toujours évident, je trouve, de faire parler ces deux parties.
Exactement. Alors, la grossesse a peut-être permis ça aussi, à ce moment-là, de un peu t'obliger à OK, c'est pause. Ça veut pas dire que j'y reprendrai pas, mais là, j'ai ce petit moment dans ma bulle, quoi. C'est ça. En fait, comment dire, c'est comme si ton corps t'imposait En fait, tu sais, tu deviens, avec la notion de patient expert, etc., tu vois, qui revient. Tu es tellement expert dans ta maladie quand tu cours un peu les spécialistes, comme tu dis, que quand il t'arrive quelque chose que tu ne connais pas du tout, ça te permet de faire, OK, ben, je vais me concentrer sur ce truc nouveau là que je connais pas du tout et qui est hyper éphémère et voilà, pour tout faire. Ouais. Et du coup, bah, c'est vrai que je voulais te poser un petit peu la question parce que tu as encore ce rôle de tu es patiente en fait dans différents hôpitaux, cliniques ou je ne sais. Et en tant qu'infirmière, qu'est-ce qui se passe quand on devient la patiente? Alors au début, je m'étais vraiment conditionnée à me dire, OK, t'es plus du tout infirmière, tu regardes pas, tu fais abstraction de tout ce qui se passe. Sauf que l'hôpital, c'est impossible de faire abstraction. Je pense que toute personne atteinte de pathologie chronique sait que c'est compliqué de faire abstraction à l'environnement quand il y est. Ça a été, franchement, j'en attendais pas grand-chose parce que je savais que ça allait être compliqué parce qu'il y a des dysfonctionnements à l'hôpital et que c'est pas simple de se faire prendre en charge, qu'on soit infirmier ou pas infirmier, hein, de toute façon. Mais je m'attendais pas à ça soit aussi flagrant, en fait, et que ça se répercute sur la relation que tu as clairement avec les soignants, que ça soit infirmier ou médecin. Et j'avoue que je me suis pris une grosse claque, vraiment. Enfin, je me suis pris une grosse claque dans le sens où je m'attendais pas à être aussi maltraitée. OK, carrément. Vraiment. Ouais, vraiment. Je pensais pas que je savais que ça existait, mais je pensais pas. Tu vois, j'ai fait 3 ou 4 services différents à peu près sur des hospitalisations et ça s'est retrouvé dans tous les services. Donc c'est pas qu'une question d'une équipe. Enfin, c'est ça qui m'a choquée, c'est que c'était la répétition des endroits. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de services où c'était, comment dire, c'était chouette que ça se passe bien. Enfin, comment dire que le fait que ça se passe mal, c'était une norme et qu'en fait, quand on discute avec d'autres personnes, tu te rends compte que, ouais, bah, c'est pareil partout. Ça se passe pas bien dans les services. Les personnes se sentent mal dans les hospitalisations. Et moi, ce que je ressentais, je me disais, ah, mais c'est parce que tu es infirmière, tu regardes trop. Enfin, tu vois, même si je m'étais conditionnée, je me disais, t'es trop, t'es trop regardante. Et en fait, bah non, c'est vraiment quelque chose d'assez général. Et je me suis pris une grosse claque pour ma profession, honnêtement. Du coup, toi, tu as observé une dysfonction du corps médical, des soins infirmiers, j'ai l'impression au niveau presque un peu macro, parce que tu as eu cette expérience, en tout cas sur 4-5 services et lieux. Est-ce que tu arriverais à donner des exemples vraiment individuels, au final, que tu as vécu dans ton expérience de patiente? Ouais. Si, je peux. Par exemple, j'ai vécu une hospitalisation extrêmement traumatisante, enfin vraiment de A à Z. Après, il y a des petits exemples tout bêtes, mais tu sais, juste quand on rentre dans ta chambre sans te dire bonjour, des petites choses, mais toutes bêtes, l'infantilisation des médecins qui te parlent sans te regarder ou qui parlent de toi alors qu'ils sont 15 dans ta chambre et qui te considèrent pas. Enfin, voilà, c'est ce genre d'exemple un peu de violence ordinaire en fait, hein, qu'on vit en tant que patient. Je pensais que, voilà, je savais que ça existait, mais je pensais qu'ils s'en rendaient compte, mais en fait pas du tout. Et, euh, et en fait, moi, j'ai vécu une hospitalisation très particulière où, en gros, ils se sont servis de mes connaissances en tant qu'infirmière pour m'imposer des soins. Et ça a été, ouais, vraiment, ça a été. Je, je, je pensais pas vivre ce genre de truc en 2020. Enfin, vraiment, c'était particulier. Euh, comment dire, on m'a imposé un soin que je voulais pas. Enfin, j'avais refusé dès le départ.
Euh, Avant même d'être hospitalisée, j'avais dit que voilà, je venais, il n'y avait pas de souci, mais que ce soin-là, je n'en voulais pas parce que pour moi, je ne le jugeais pas utile dans ma prise en charge. Et en fait, le premier jour, un médecin qui arrive, enfin, l'infirmière me pose ma perfusion et elle me dit, bon, ben, je reviens plus tard pour c'était pour me poser une sonde nasogastrique, que comme je perdais du poids et je vomissais, le truc, c'est que je savais, enfin, physiologiquement, moi, avec mes connaissances, je savais que ça allait pas m'aider. Voilà, et puis je faisais probablement un gros blocage psychologique, j'étais pas prête, mais l'accompagnement a fait que de toute façon, on ne m'a pas permise d'être prête. Absolument pas. Non, voilà. Et du coup, je suis arrivée et tout de suite, elle me dit, bon, bah voilà, je vous pose la perfusion et je reviens pour la sonde. Et là, tout de suite, je lui dis, bah non, en fait, ça a été convenu que je venais, mais que je ne venais pas pour ça. D'accord. Et en fait, je suis restée hospitalisée 6 jours. Pendant 4 jours, j'avais une pression des médecins qui venaient à 4-5 dans ma chambre pour me dire, bon, bah la sonde, c'est bon, on la pose Ah, mais aujourd'hui. quelle Et horreur. tu vois, tu te dis, et là, tu te dis, bah non, en fait, j'ai dit non dès le départ, donc non. Et donc, il y avait un médecin qui venait, après chef de service, après, enfin, en fait, tu vois, c'était sans fin. Alors que, tu vois, j'en discutais un petit peu avec les infirmières qui, pour le coup, elles comprenaient mon point de vue, donc elles n'étaient pas tellement dans l'accompagnement, mais elles n'étaient pas non plus dans le forcing, donc c'était plutôt pas mal. Donc là, c'était vraiment médical. Et en fait, ils m'ont tellement mis une pression psychologique en utilisant mes connaissances. Ils me disaient, ouais, mais vous êtes infirmière, vous savez les risques. Si vous faites ça, personne ne voudra vous opérer. Il n'y a aucun anesthésiste qui va vouloir vous endormir. Enfin, tu vois, c'était vraiment, ils se servaient, en fait, de tout ce que moi j'avais comme connaissance pour me faire flipper, en fait, hein. C'était clairement ça. Et donc, du coup, j'ai fini par dire oui, mais par craquage, en fait, psychologique. Et ça a été un moment terrible, forcément, à vivre. Surtout que quand l'infirmière est revenue, je lui ai dit, bah, non, en fait, non, on arrête tout, je veux pas. Et là, c'est l'infirmière qui m'a dit, ah, bah, si, vous avez déjà dit oui, il faut y aller. Ouais. Enfin, tu vois, c'était. En fait, ce que j'ai vraiment l'impression, c'est que bah, tu étais dans une sorte de soumission à l'autorité, hein. On sait très bien C'est ça. quand monsieur en blouse blanche arrive dans notre chambre et puis il nous laisse très peu d'alternatives, des fois, à céder à certaines choses, en Mm, fait. Et voilà, ça peut être des moments ponctuels, mais là, tu dis que sur plusieurs jours, une semaine, tu as tout le temps du monde qui vient faire du forcing. Au bout d'un moment, c'est compliqué aussi avec l'image de toi-même. Tu dis, mais je dois vraiment passer pour la nana bah voilà, qui a rien compris, relou, ouais, c'est ça. lourde, Ouais. qui fait chier tout le monde. Et je pense que c'est difficile, là, en fait, au bout d'un moment, de pas être dans cette soumission à l'autorité, quelque part. Et peut-être que c'est quelque chose dont C'est ça. ils ont totalement conscience. Eh, Oui. on ne parle pas Eh évidemment de oui. tous les médecins ni de tous les infirmiers et infirmières, hein, on est bien Non, d'accord. absolument pas. Mais Mais là, excuse-moi, mais j'ai un peu de colère qui monte, ça va vite se calmer. Voilà, j'ai repris mon souffle. ça y est, c'est bon. Non, mais voilà, tu vois, c'est des exemples parmi tant d'autres. Et tu vois, ça, c'est un service. Et un mois après, je me fais hospitaliser pour ma chirurgie. Et là, c'est par exemple, c'était sur la prise en charge de la douleur. Enfin, je comprends, je sors d'une chirurgie. On m'a ouvert en deux sur 13 centimètres. Je sors d'un bloc de 5 heures. Enfin, tu vois, tu te dis, bref. Et en fait, tout le monde te dit oui, bon, c'est bon. Enfin, tu vois, genre, mais attends, tu veux qu'on échange de place? Parce que clairement, enfin, je sais pas, enfin, je comprenais pas qu'ils comprennent pas, enfin, qu'ils essayent pas de prendre en charge la douleur. C'était très compliqué. Il y avait une banalisation de ta douleur. Ouais, carrément, mais ça depuis le départ, dans toutes mes hospitalisations, comme c'est une douleur qui ne se voit pas, qui est invisible, qui se voit pas bien aux examens, qu'on ne comprend pas. Et bah du coup, c'était oh, c'est bon. Tu vois, en fait, on en revient à toutes ces problématiques autour de la prise en charge de la douleur, que ça soit sur de la douleur chronique comme de la douleur ponctuelle, par exemple pour une chirurgie ou autre, ou qui ne sont pas du tout prises en charge. Et est-ce que tu penses que le fait d'être une jeune femme, ça fait qu'on banalise encore plus et qu'on croit encore moins ce que tu vis? Oui, carrément, carrément. C'est fou. Je sais pas pourquoi, hein, je sais pas ce qui fait qu'on est moins cru que, je sais pas, un homme dans la cinquantaine qui présente les mêmes symptômes. Je caricature beaucoup, hein, attention, mais c'est vrai que le statut femme jeune, et dans mon cas infirmière, m'a beaucoup, beaucoup desservi
pour la prise en charge de la douleur. Mais tu vois, par exemple, je me posais la question dans tes études d'infirmière, est-ce que c'est une image qui était véhiculée, la femme jeune? Non, pas tellement. Est-ce- Dans quel sens tu veux Je dire sais pas, ça? par exemple, quand vous travailliez sur des vignettes ou des choses comme ça, est-ce qu'il y avait une patiente de 28 ans présente tel symptôme ou c'était toujours souvent des personnes plus âgées? Ouais, c'est beaucoup des hommes, énormément d'hommes Mhm. sur les vignettes, ou alors des femmes un peu plus âgées, mais avec des particularités. Tu vois, sur la prise en charge d'un arrêt cardiaque, par exemple, on ne te mettra jamais un cas clinique avec une femme qui présente des brûlures d'estomac, alors que c'est le premier symptôme, tu vois. On te mettra toujours un homme qui a des douleurs thoraciques, qui a mal au bras. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a ça, et je pense qu'il y a tout ce côté sociétal où une femme jeune, elle est en bonne santé, quoi. Tu Hmm. vois. Ouais, c'est intéressant. Je pense que tout ça peut participer aussi aux idées reçues en fait qu'on a sur les personnes qui sont malades, et peut-être que déjà passer au niveau dans les études, enfin voilà, d'autres images de patients et Ouais, patientes, ça pourrait être intéressant aussi que ça puisse gentiment un peu se ouais, modifier. carrément. Mm, mm. Mhm. Et du Carrément. coup, Mais j'ai des infirmières qui m'ont dit, j'ai jamais eu une patiente aussi jeune dans mon service. J'ai jamais pris en charge quelqu'un d'aussi jeune. ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ton travail, enfin du fait où tu en Oui, étais. Je crois que tu as été pendant une année à l'arrêt, hein, ce que tu m'avais dit hors antenne. c'est ça. Ouais. Et puis, tu as repris le travail à 50% après une année d'arrêt, c'est ça, Ouais. en Ouais. néonat. Oui. Je suis retournée dans le service où j'étais avant de m'arrêter de travailler. Et du coup, qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta manière d'accompagner les patients? Est-ce que tu as donné une plus grande importance au prendre soin, à l'écoute, à la bienveillance, ou c'est déjà des choses qui étaient complètement là et ton expérience n'y a rien changé? Alors, euh, j'y fais beaucoup plus attention. Vraiment, comment te dire? Le fait de vivre ça et de voir que c'était possible de vivre des choses comme ça encore, ça m'a fait vraiment prendre conscience que j'étais toujours, moi, à une frontière qui était limite franchissable euh, moi, j'ai été maltraitée, violentée, enfin, tout ce que tu veux. C'est hyper fort comme mot, mais c'est vrai, c'est une réalité en tant que patiente. Mais moi, en tant que soignante, est-ce que je fais la même chose malgré moi? Parce que ce qui se passe, c'est que je crache pas du tout je crache sur des situations qui se sont passées, mais je crache pas sur les personnes en tant que telles parce que je ne sais pas dans quelles conditions ça s'est passé de leur côté. Je sais pas. Enfin, tu vois, il y a plein de petits détails. Je peux pas. Et tu vois. Et du coup, je me suis dit, ouais, purée, est-ce que moi j'ai été maltraitante aussi? Est-ce que j'ai conduit des patients, parce que moi je prends en charge des nouveau-nés, donc ouais, j'ai du mal à avoir leur recul à eux, mais en tout cas, j'ai le recul des parents. Et puis quand ils reviennent nous voir, enfin voilà, mais est-ce que j'ai été maltraitante? Est-ce que j'ai mis des familles dans ce genre de situation? Franchement, je me suis vraiment beaucoup remise en question. J'étais déjà quelqu'un qui me remettait beaucoup en question dans mon travail, mais là, j'avoue que voilà, comme je te disais au début, j'ai pris une grosse claque et je me suis dit, OK, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu as pu faire vivre à tes patients? Et du coup, quand je suis revenue, eh ben, c'était presque très compliqué pour moi parce que j'avais trop peur de faire mal les choses. Tu vois, j'étais vraiment dans une position où je me disais, attends, là j'ai dit ça, est-ce que ça va impacter mon petit patient ou ses parents? Est-ce que je peux aller trop loin dans mes propos? Est-ce que j'en ai dit pas assez? Enfin voilà, le, la balance, on va dire, a été vraiment un peu difficile à trouver. Ouais, c'est vraiment ça. Et du coup, petit à petit, tu te remets dans le truc et tu comprends que euh, si tu veux être la meilleure version de toi-même, en fait, il faut prendre tout ce bagage et l'analyser et, et le transposer dans son travail. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention à tout, en fait. Je suis dans une hyper-vigilance constante par rapport à l'environnement de mes patients et de leur famille, parce que du coup, moi, je prends en charge les deux, pas que mes patients.
Et oui, je suis beaucoup plus dans la bienveillance, beaucoup plus dans l'écoute. Je prends plus de temps pour faire les choses. Voilà, et des situations qui, tu vois, des débuts de situation qui pourraient me paraître similaires à des toutes petites choses que j'ai vécues. Enfin, tu vois, un manque de temps, tu vois, parce que quand tu es dans le speed et qu'il se passe une urgence à côté, tu te rends pas compte du ton que tu utilises pour des personnes qui n'ont pas besoin de toi sur le moment, mais ça, c'est ton jugement. Eux, ils ont besoin de toi, mais ils sont pas à la même échelle. Et de se dire, OK, oui, c'est pas la même situation, c'est pas le même taux de gravité, entre guillemets, enfin, tu vois, mais ils ont aussi besoin de toi, donc de trouver les mots pour réajuster tout le temps, être tout le temps dans l'écoute active, la bienveillance, etc. Après, je pense que c'est jamais parfait, mais ouais, j'essaye. Et tu parles d'hypervigilance et je me posais la question si c'est pour éviter justement de tomber dans la violence ordinaire parce que c'est si facile d'être là-dedans. Est-ce que du coup, cette Ouais, hypervigilance, elle te permet de garder tes antennes bien ancrées et puis de faire gaffe ouais, un peu à tout ça? oui, ouais, ouais, carrément. Et c'est honnêtement épuisant et chronophage, on va pas se mentir. En fait, je pense qu'il y a des, voilà, je parle au sens très large, hein, mais je pense qu'il y a des facilités à tomber dans ce type de comportement quand on est soignant parce que c'est normalisé et qu'on on s'en rend pas compte, ou on banalise et du coup, voilà. Et c'est de sortir de cette banalisation qui est difficile, je pense. Et qu'est-ce qui fait ça en fait? Qu'est-ce qui crée cette violence ordinaire? Est-ce que, je sais pas, c'est les conditions de travail? Est-ce que c'est l'épuisement? Est-ce que c'est la routine? Toi, en tant qu'infirmière, tu dirais que ça vient d'où? Bah, je pense que ça vient déjà des 3 éléments que tu viens de citer, effectivement. La routine. Je pense que l'habitude dans un hôpital enfin, c'est une catastrophe. On ne devrait pas avoir des habitudes parce que chaque personne qu'on prend en charge est unique. Et en fait, si tu prends des habitudes, bah, tu t'adaptes pas à la personne. Et du coup, ce que tu vas mettre en place pour un patient, c'est pas du tout ce qui va correspondre à un autre. Et je pense que le côté habitude, c'est pas le bon plan. Après, je pense qu'il y a aussi il y a une lassitude des soignants qui clairement n'aide pas, ou tu as une charge de travail monstrueuse et c'est pas simple, enfin comment dire, au quotidien, c'est pas simple de te dire, OK, qu'est-ce que je priorise? Est-ce que c'est mon rapport au patient ou tous les soins que j'ai à faire? Parce qu'effectivement, sur une journée, on a énormément de choses à faire et des fois, c'est très long. Et, et est-ce que, enfin, je sais pas, je t'avoue que je voudrais pas parler pour ceux qui n'auraient pas vécu ce que moi j'ai vécu et qui n'auraient pas eu cette prise de conscience, parce que c'est assez difficile aussi de dire à quelqu'un, tu vois, de dire à quelqu'un ou une collègue infirmière ou une amie infirmière de lui dire, écoute, là, moi, ça me paraît pas normal, et que elle trouve ça tout à fait normal, tu vois. Mmh, Tu vois, bien sûr. c'est pas simple, Mais ouais. peut-être que ça met en exergue le fait qu'il faudrait continuer à faire évoluer les droits des infirmiers et infirmières, parce que si tu parles quand même de cette surcharge Mm. de travail, ça reste du travail avec l'humain et en fait, c'est toujours un peu le problème. Moi, je l'ai vu aussi dans mon travail d'éducatrice, en fait, de rester il faut rester dans le qualitatif, mais C'est ça, on veut entrer dans le quantitatif et faire des institutions un business, en fait. Ça marche pas. exactement. Ouais, Ça c'est tout épuise à les fait équipes. vrai. C'est ça, et puis on est clairement pas assez. On n'est pas assez, et je pense que tu vois, l'hôpital, que tu sois patient ou soignant, ou c'est un endroit qui isole vachement. Tu sais, déjà quand toi, en tant que patient, tu le vois, cet isolement, tu es tout seul, enfin voilà, tu le vis. Mais en tant que soignant, ça marginalise beaucoup de bosser à l'hôpital, parce que c'est un microcosme un peu particulier, et je pense que même si on travaille dans des grandes équipes, etc., quand on est face à notre patient, on est seul, on est totalement seul, parce que on reste des humains avant tout, on reste des personnes avec notre caractère, notre vécu, notre quotidien, enfin c'est notre bagage. Si on n'a pas dormi la veille, on est quand même là. Enfin, tu vois, voilà. Et je pense que cette concentration de personnes, bizarrement, ça est seul, et ça n'aide pas à ce que
ça se rajoute à tout ça. Ça se rajoute à ce côté, on manque de personnel, on est épuisé et il faut que ça change profondément et ça se rajoute au mal-être du soignant en règle générale. Ouais, je me posais la question si des fois certains horaires aussi pouvaient créer ce sentiment de solitude par rapport à la vie sociale extérieure. J'ai un exemple en tête, j'étais en clinique dernièrement et puis il y a un infirmier qui a fait 3 fois la nuit d'affilée. Ouais. Et en fait, il me disait, donc il terminait sa nuit vers 7 heures le matin, il dormait toute la journée jusqu'à 17 heures et il revenait à partir de 18 heures au travail. Et il refaisait une nuit 3 fois de suite. Et j'étais là, en pensant à lui, je me suis dit, mais il a plus de vie sociale quand il fait ça. Enfin, et comment tu t'occupes même juste de ton foyer, de ta famille, de tes activités sportives, tes loisirs. En fait, tout ça, c'est en stand-by. Et puis, je pense que ça doit tirer aussi un peu sur la corde des fois. Hein. Oui, carrément, carrément. Et puis, en plus des horaires, en plus de tout ça, on a tout ce qu'on nous demande de faire en plus. Les horaires supplémentaires, quand tu es rappelé sur tes congés. Enfin, tu vois, moi, j'ai été quand même pas mal protégée de ça grâce à mon mi-temps thérapeutique pendant 1 an. Et malgré ça, tu vois, j'étais censée bosser à 50% et sur la période de Noël, j'ai bossé l'équivalent d'un 80-90%. Et en fait, tu te dis, mais je vais pas y arriver. Enfin, vraiment, t'as des moments où là, je me suis rendu compte que mon temps partiel m'aidait beaucoup dans ma vie quotidienne, mais que, enfin, c'est épuisant en fait comme rythme. Et même si il y a certaines horaires qui te permettent d'être un peu plus libre entre guillemets dans ton quotidien, mais je pense que oui, je pense que de toute façon, t'as ce côté-là où les horaires ça aide pas, et ce côté où personne comprend ce que tu fais comme travail quand tu travailles à l'hôpital, donc ça n'aide pas non plus. Ouais. Je voulais revenir un petit peu sur ta manière, les manières dont tu as changé dans ton travail, les choses qui ont un peu bougé depuis que tu as été et tu es patiente. Est-ce que tu aurais vraiment des exemples concrets d'accompagnement de famille ou de patients où tu sens qu'il y a quelque chose qui a bougé en toi? Ouais. Alors, je pense que il y a plein de c'est pas des grands changements, c'est plutôt intuitif, mais déjà, je pense que j'ai affiné mon regard clinique sur plein de trucs. Par exemple sur la prise en charge de la douleur, mais peut-être parce que moi, c'est quelque chose qui me concerne très fortement. Et je peux te donner un exemple un peu basique, mais il y a quelques temps de ça, je vais récupérer un bébé au bloc opératoire qui sort d'une chirurgie. Et en fait, je l'entends pleurer juste dans l'interphone. Donc, tu vois, on était quand même encore à quelques mètres de distance. Et en fait, j'arrive face à ce bébé et je le vois. Il a très mal, il est très douloureux. Et tu vois, je dis à la dame de la salle de réveil, je dis, mais vous lui avez donné quelque chose? Elle me dit, oui, oui, on lui a donné un truc il y a 3-4 heures, mais bon, il a pas mal, il a juste faim, ce bébé, il cherche à téter. Et en fait, bon, je juge pas, c'est son regard, c'est elle, ce qu'elle interprète de la situation. Et en fait, je lui dis, mais pas du tout. En fait, cet enfant, il a très très mal et c'est, voilà. Bon, tu vois, je me suis un petit peu énervée. Bon, bref. Et du coup, je le ramène et je dis à mon médecin, hors de question que je le touche avant qu'on mette un antidouleur parce que c'est quelque chose qui va s'ancrer parce que voilà, c'est... Après, ça fait forcément écho à ce que tu vis, mais tu vois, et là-dessus, par exemple, sur mes prises en charge au niveau de la douleur, je fais hyper gaffe. Je fais hyper gaffe parce que une douleur, ça se mémorise, surtout chez des tout petits comme ça, où la douleur, elle est généralisée, ils savent pas où est-ce qu'ils ont mal, donc c'est hyper compliqué. Et je pense que là-dessus, par exemple, je suis hyper pointilleuse, voire trop, que je vais être sur le dos des médecins tout le temps. Non, il faut lui mettre quelque chose, il a mal. Enfin, et à la fois, j'ai des parents qui m'ont remercié. Enfin, tu vois, dans une autre situation, on comprenait pas pourquoi un bébé pleurait. Et en fait, je me suis dit, il a peut-être une douleur. Et enfin bref, et la maman m'a remerciée en me disant, ouais, vous aviez raison, ça y est, je retrouve mon bébé. Je sais que je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je trouvais pas. Enfin, tu vois, je pense que par exemple là-dessus, c'est hyper, ça va vachement aider à prendre le temps d'observer des choses que je ne faisais pas forcément, que tu donnes un médicament machinalement, mais tu regardes pas si ça a fonctionné. Enfin, là-dessus, voilà, c'est parce que t'as pas le temps, mais là, je prends le temps. Je prends le temps aussi d'écouter beaucoup les parents,
Tu vois, si ça doit me prendre 1 heure, et ben ça me prend 1 heure, c'est pas grave. Si j'ai rien d'urgent, évidemment, à côté, mais voilà, je prends ce temps d'observer les comportements des parents, d'observer des réactions aussi, qu'elles soient positives ou négatives, parce que tu as des parents qui réagissent très violemment des fois, et tu te dis, OK, on va se poser, c'est pas grave, venez, on va parler, on va peut-être y passer l'après-midi, mais c'est pas grave, on va y aller. C'est des choses que je faisais pas et que je prends le temps de faire. Euh, Rassurer un bébé pendant 2-3 heures, ben, s'il faut rester 2 heures avec lui dans les bras, ben, je resterai 2 heures avec lui dans les bras. Après, toute proportion gardée, évidemment. Si je peux pas faire autrement, je peux pas faire autrement. Ou alors je délègue, j'envoie quelqu'un pour m'aider. Mais j'essaye d'être à l'écoute de la moindre petite détresse pour pas qu'elle s'installe. Ouais, au final, on se rend compte que le soin, c'est quelque chose de plus vaste que la prise en charge physique. Ouais. Et j'avais envie de rebondir sur ce que tu racontes avec une situation personnelle qui m'est arrivée, donc encore une fois dans cette clinique. En Suisse. Et puis, donc en fait, j'étais dans cette clinique depuis, je sais plus, peut-être une dizaine de jours, et c'était la catastrophe, mes symptômes. On était en altitude et je pense que ça a vraiment amplifié. J'étais entre 8 et 10 sur 10 de symptômes tous les jours. J'ai eu des phases où j'ai eu des infirmiers qui ont dû carrément m'apporter à la douche. J'arrivais même plus à me déplacer tellement je tanguais. Enfin bref, c'était absolument ignoble. Bref, un soir, je finis par craquer total, de vraiment moralement. J'étais super triste et super mal et tellement déçue parce que j'en attendais beaucoup de cette clinique où j'étais censée me reposer. Et puis là, il y a une infirmière à qui j'ai pu juste lui dire, est-ce qu'on peut parler quelques minutes? Et à ce moment-là, elle m'a dit, bah là, j'ai pas le temps, mais je reviens vers vous après. Et rien que ça a su m'apaiser sur le moment où, même si elle n'a pas pu être disponible tout de suite, le fait qu'elle me dise, je reviens, c'est contenant, ça rassure, ça amène un peu de chaleur. Et chose qu'elle a fait, elle est revenue peut-être 1 ou 2 heures plus tard, mais qu'importe, moi j'avais déjà pu être rassurée, puis elle a pris ensuite 5 minutes de son temps, pas plus. Donc c'est aussi pour montrer que des fois, ça demande pas des heures, mais elle a juste pris 5 minutes pour débriefer un peu avec moi, puis que je puisse juste lui déposer. En fait, je suis triste. En fait, je suis en colère. Je suis venue ici en pensant que ça allait m'aider, d'avoir aucune charge mentale du quotidien sur mes symptômes, mais en fait, pas du tout. Donc, elle a juste pu entendre sans amener une réponse révolutionnaire. Mais voilà. Et le lendemain matin, je pars au petit déjeuner et quand je reviens dans ma chambre, je trouve sur mon lit un petit écriteau qui dit rendez-vous avec la psy à telle heure. Et tout ça était tellement contenant. Ça m'a fait beaucoup de bien en fait parce que je me suis dit elle en a certainement parlé à l'équipe du fait que ce serait bien que je puisse parler avec un psy de tout ce qui se passe. Et au final, toutes les choses rapprochées de l'une à l'autre, elle a peut-être pris 10 minutes de son temps, même si je suis pas en train de dénigrer, 10 minutes c'est beaucoup, mais ça peut paraître pas si énorme dans certaines situations, mais ça peut complètement changer la situation dont le patient vit son expérience. Ouais. Non, mais totalement. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est juste que ça, il faut s'en rendre compte pour aller passer ces 10 minutes. Il faut s'en rendre compte et il faut pas banaliser. Un patient qui pleure, c'est pas normal. Enfin, c'est pas que c'est pas normal. Il exprime quelque chose et il te demande de l'aide. Et effectivement, ça demande rien de temps. En gros, ça demande juste un peu plus de bienveillance et un peu plus de mettre un peu de côté aussi, tu sais, on nous dit à l'école d'infirmière de faire attention, la distance avec le patient, etc. Et je pense que ça conditionne beaucoup de gens ok, bah non, attends, elle a pleuré, je la rassure et puis c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Là, non, elle revient sans que tu lui aies demandé, j'ai peut-être besoin de voir un psy. Et elle se dit, ok, comment je peux l'aider? Et elle met des choses en amont. Et ça, c'est aussi le travail d'équipe derrière qui aide beaucoup. Je pense que quand tu as une équipe qui suit, moi, c'est le cas dans mon service. On a une grosse équipe. Voilà, c'est pas pour me vanter, mais on est vraiment dans une super équipe et on s'écoute. Même si les choses sont pas mises en place rapidement, on essaye de mettre des choses en place et ça aide beaucoup, je pense, et ça aide beaucoup les parents et leurs petits bouts. Ouais, c'est super. Écoute, Morane, moi, j'arrive un peu à la fin de mes questions. J'en ai toujours 2 pour terminer. Donc, je voulais savoir si toi, tu avais envie d'ajouter quelque chose, un message à faire passer avant que je te pose les 2 dernières questions. Voilà. Non,
je pense que c'est un sujet qui est compliqué parce que, mine de rien, on est quand même beaucoup d'infirmiers à passer de l'autre côté de la barrière à un moment donné et que on n'en parle pas forcément de ce qu'on a vécu et de ce qu'on voit. Et, euh, et au-delà du fait, bah, tu vois, dans mon cas ou dans le cas de beaucoup d'infirmières, il y a le côté chronique où ça se répète, mais il y a aussi le petit côté où, je sais pas, il t'arrive un truc, tu vas aux urgences et ça se passe pas bien et tu ressors avec tout un tas de questions de te dire, OK, mais qu'est-ce que j'en fais, moi, de ça? Et je pense que c'est une problématique qui est plus large que dans le cadre des maladies, en fait, tu vois, c'est qu'est-ce que je fais maintenant de cette double vision de, de, de ce, tu vois, moi je dis souvent que j'ai un double rôle parce que j'ai ce côté soigné et soignante. Je me pose souvent la question, tu vois, de est-ce que je suis l'infirme ou l'infirmière? Et c'est un truc que, tu vois, j'avais écrit un petit article sur ma page Instagram il y a pas longtemps où ça restait sans réponse et je me disais, au fil du temps, je vais trouver la réponse. Et je crois que je l'ai pas et je crois qu'elle a pas besoin de se répondre parce que c'est quelque chose que je peux pas laisser au vestiaire. Je suis malade et je suis infirmière et c'est une expérience qui malgré tout ce que ça m'a fait vivre, qui est hyper positive au final parce que bah, ça te permet de chercher au maximum la meilleure version de toi-même en tant que soignant, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'au final, je pense qu'on a souvent besoin de rentrer dans des cases et puis dans des rôles précis, alors Ouais, tout ça fait partie de nous. Et je me suis beaucoup posé la question aussi au début ou quand je suis tombée malade, mais attends, est-ce que je suis encore éducatrice ou mm, est-ce que je suis la bénéficiaire malade? Qui suis-je? Et en fait, je me rends compte que je suis tout ouais. ça. Parce que c'est pas Eh parce oui, que tu tombes malade que tout ce que tu as appris, toute ton expérience d'éducatrice ou d'infirmière n'est plus. Mais c'est juste qu'il y a d'autres rôles qui se rajoutent. Et au final, je pense c'est ça, on est complexe, on est divers et on est c'est beaucoup de ça. choses. Et c'est ce qui fait la beauté d'un monde aussi, hein. C'est toute cette complexité de rôles qu'on accumule et que, voilà. Bien sûr. Et les paradoxes qui nous animent aussi. Ouais. Du coup, j'ai ces deux dernières questions. Alors, la première, attention, je vais te demander de faire passer beaucoup de messages. Ok. Ce serait quel message tu voudrais faire passer aux personnes qui vivent avec des maladies invisibles, à leur entourage, parce qu'en plus, toi, tu travailles avec l'entourage des patients, et Mm. au personnel médical? Euh, alors, aux personnes atteintes de maladies invisibles, je pense que après, je peux aussi. Du coup, c'est bien parce que ça rejoint un petit peu mon côté infirmier, parce que tu vois, je te disais, j'avais eu du mal à trouver mon équilibre quand je suis revenue, parce que j'avais tout ce choc qui m'était arrivé. Et en fait, j'en parlais pas du tout. Tu vois, enfin, beaucoup de mes collègues enfin, la plupart de mes collègues étaient au courant de mon parcours, etc. Donc, il y avait un truc un peu implicite, voilà, on sait, mais j'avais du mal à en parler, vraiment à dire, ok, mais moi j'ai vécu ça et ça aujourd'hui ça me choque et enfin ça me choque, ça m'a choqué profondément quand moi je l'ai vécu et j'arrive pas à m'en défaire. C'est une image mentale que je garde, ça va mieux, je vais travailler dessus, mais c'est quelque chose. Si ça se reproduit dans le service, j'ai du mal à le faire. Et tu vois, au début, je me suis confrontée à plein de situations comment dire, qui me déstabilisaient beaucoup par rapport à ce que moi j'avais vécu. Enfin, tu vois, quand tu as été opéré 3 mois avant de faire le pansement d'un bébé qui a exactement la même cicatrice que toi, par exemple, c'était des trucs où c'était hyper violent pour moi. Mais sur le coup, je me mettais des barrières et j'en parlais à personne et j'en parlais même pas à moi-même. Donc c'est ce qui était, tu vois. Et du coup, j'ai appris à en parler. J'ai appris à dire, ok, bah là cette nuit j'ai pas dormi, j'ai vraiment mal, ça va pas. Euh, et je pense que de mettre quelques mots tous les jours sur ce qui ne se voit pas, c'est bien aussi, tu vois. C'est de se dire, je reste pas dans ok, ça se voit pas et il faut pas que ça se. Enfin, tu vois, quand t'es infirmier, t'as aussi ce côté voilà, il faut pas que les parents le voient, etc. Et en fait, j'en suis arrivée à un stade où je me dis, je m'en fiche. Si on me pose la question, je réponds sincèrement. Ça va pas, ou ça va, ou j'ai mal, ou j'ai pas mal. Et je pense que juste le fait d'en parler, de le dire,
et ben ça nous fait vivre, ça nous fait exister. Ça nous, ça nous donne un des multi-rôles qu'on a au quotidien. Et on est dans un rapport d'authenticité avec les autres. Et moi, je crois vraiment à la Ouais. puissance de l'authenticité dans les relations, Ouais. quoi. Mm. C'est ça, c'est ça. Et puis pour les soignants, je me rappelle plus totalement de ta C'était question. l'entourage, mais c'est pas grave. Hein, c'est si ça t'inspire. Ouais, Est-ce que tu voudrais faire passer oui. un message à l'entourage aussi? L'entourage, poser des questions. Poser la question, même si, en fait, on se sent très seul. Enfin, c'est la maladie en règle générale est seule. Et je pense que beaucoup de gens n'osent pas poser la question. Euh, et par peur de pas savoir quoi dire, quoi répondre face à quelque chose. Et, euh, et au-delà de ça, il y a un côté un peu peur de la réponse dans le sens où j'en fais quoi, moi, de cette info après, tu vois, franchement, pour l'entourage, je pense qu'il faut pas hésiter à poser les questions. Comment tu vas aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Enfin, tu vois, des petites choses comme ça. Et à l'inverse, en tant que personne malade, c'est de comprendre des malaises, tu vois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Est-ce que il y a quelque chose que t'as pas compris dans ma maladie? Est-ce que tu veux que je t'explique? Après, tu vois, c'est tout beau tout rose, tout ça, c'est jamais simple à mettre en place, mais je pense que la clé, c'est d'en parler, c'est d'arrêter de mettre tout ça dans un carcan, on n'en parle plus et ça fait partie d'une case, donc, enfin, une carte qu'on sort comme ça, genre, voilà, je pense qu'en parler, c'est tout simplement. Mm. Et au personnel médical? Du coup, dans quel sens? Parce que, Ah, bah, ce qui te vient. ah oui, euh, c'est une question qui est pas simple, celle-là. Au personnel médical, je pense qu'il faut voir au-delà de la blouse. Si je peux me permettre, genre, d'arrêter de voir tout avec le prisme du soin. Tu vois, c'est ce que tu disais, le soin, ça a une dimension beaucoup plus large que juste la prise en charge en tant que telle. Enfin, dans une prise en charge, effectivement, il y a tous les soins en tant que tels, euh, comment dire, physiques, les perfusions, les prises de sang, mais on ne prend pas en charge des corps, on prend en charge des personnes, on prend en charge des vies, des vécus, des Il n'y a histoires. pas que Enfin, l'enveloppe, il n'y a pas que le matériel. Mm. c'est ça, il n'y a pas que le matériel. Et en fait, les gens qui arrivent devant nous, ils ont un bagage et on n'a pas besoin de connaître toute leur vie, mais il faut juste qu'on sache qu'il y a un bagage et ne pas l'oublier et que tout ce qu'on et aussi d'avoir conscience que tout ce qu'on va faire aura une répercussion, qu'elle soit positive ou négative. Euh, nous, on est comment dire, nous, un patient, on va pas forcément s'en souvenir parce qu'on en voit des milliers dans nos carrières. Par contre, un patient, il va se souvenir de nous. Et tout ce qu'on va faire et tout ce qu'on va mettre en place, eh ben, ça va s'ancrer dans sa mémoire. Et du coup, je pense que c'est hyper important juste d'en avoir conscience, parce que je pense que d'en avoir conscience, ça permet déjà de faire moins d'erreurs, entre guillemets, euh, dans le sens émotionnellement parlant. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et du coup, la dernière question, c'est quel est le pouvoir magique de ces deux syndromes avec lesquels tu vis? Sous-entendu, est-ce qu'ils t'ont apporté quelque chose dans ta vie? Euh, Ouais, je pense que de toute façon, tu sais, comme toutes les épreuves que tu vis dans la vie, ça t'apporte forcément quelque chose. Euh, Moi, ça m'a remis un peu les priorités en place, si on peut dire, dans le sens où avant j'étais hyper active, mais hyper active pour tout et n'importe quoi. Enfin, si je pouvais pas rester chez moi parce qu'il fallait sortir, mais je faisais pas forcément quelque chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et juste déjà, ça m'a permis de me recentrer sur moi, de me dire, OK, de connaître mon corps. Et c'est inestimable, en fait, de te dire, OK, là, je suis trop fatiguée, je me connais, ça va pas le faire, je dis non. Et c'est dur, hein, c'est très dur, mais ça s'apprend. T'apprends beaucoup sur toi-même, en fait, quand ça t'arrive, ce genre de choses.
Et je pense que l'autre côté, c'est que tu repères plus facilement des petites victoires, des petits moments de joie et tout ce qui est tout ce qui a ce petit goût, cette petite saveur sucrée dans tout cet océan d'amertume qu'on vit. Voilà, je pense qu'on arrive mieux enfin, en tout cas, moi, j'arrive mieux à repérer et j'arrive mieux à me satisfaire de situations toutes simples. Voilà, écoute, j'ai pas pu sortir, bah, c'est pas grave, on a passé la journée devant la télé parce que je pouvais pas faire autrement, mais c'était cool parce que on n'a rien fait et on s'est juste assis et juste, voilà, enfin, avec mon compagnon, tu vois, des fois, on se regarde, on dit, oh, on n'a rien fait aujourd'hui. Ouais, bah, c'était cool, on était ensemble et c'est très bien, tu vois. On s'est fait plaisir, on a commandé un petit truc parce qu'on on n'avait pas la force de cuisiner. Et c'est des petits, tu vois, tu prends des petits moments comme ça et sur des gros événements, tu savoures encore plus. Tu te dis, OK, bah ça, là, ce qui m'arrive, c'est exceptionnel. Et même si, voilà, tu vois, là, je suis en plein dedans, la naissance de mon petit garçon dans moins d'un mois, c'est clairement ça, c'est exceptionnel. Et c'est un moment que je veux, c'est pas que je veux pas rater, je me mets pas la pression, mais tu vois, je me dis, OK, faut que enfin, j'en ai conscience, j'ai conscience que c'est des petits moments que je vivrai qu'une fois et même si ça va être dur, même s'il y aura plein de choses, mais voilà, ça a cette petite saveur, comment dire, moi je l'ai en anglais, mais je l'ai pas en français, tu sais, c'est toujours bittersweet, Ah ouais. tu vois, et où il faut prendre le sweet avant le bitter, parce que sinon, voilà. C'est hyper beau tout ce que tu dis. Ça me fait énormément écho. Je pense aussi aux choses. Moi, j'ai remarqué que depuis la maladie, je brasse beaucoup moins d'air. Ouais, Je carrément. mets plus toutes les choses au même niveau. Avant, je pouvais être stressée au même niveau pour toutes les choses du quotidien. Alors, il n'y avait pas de priorité. Tout était Ouais, au c'est même très vrai. niveau. Ouais. Alors que maintenant, il y a des trucs, mais j'ai lâché, mais lâché. Et puis, comme tu dis, vraiment se réjouir en fait de petites choses, de micro-choses, de petits détails, et qui au final font la vie quelque part. Et pour d'autres C'est ça. personnes, ça va paraître insignifiant. Et puis c'est pas grave, mais pour nous ça peut être énorme. Non, Et peut-être t'as passé la journée devant la télé, mais qu'au final t'as découvert un film extraordinaire qui t'a fait vibrer avec un message qui restera dans ta tête toute ta vie. Et exactement. voilà, ces choses-là, non, on les quantifie pas, non, on les contrôle pas, mais elles sont là. Donc Elles sont là. ça Exactement. me parle beaucoup. Et puis, et puis, tu sais, il y a un petit côté aussi, qu'est-ce que tu veux y faire? Tu vois? Alors oui, c'est pas juste, ça t'est tombé dessus, oui. Enfin voilà, on pourrait prendre que le côté injuste du truc, mais à la fois, bah, c'est comme ça. Et plutôt que se battre des fois contre des courants qui n'ont qu'un sens, ben voilà, de prendre un petit ruisseau à côté, de se dire, ok, bah là, je suis dans une safe zone où ça va aller. Enfin, je prends soin de C'est moi clair. dans tous les sens du terme, Ouais. dans tous les sens Et du puis terme. des fois, on a le droit de se dire que c'est injuste et pleurer toute la journée aussi. Et Oui, voilà. aussi, Ouais. aussi, aussi. Et en fait, de pouvoir prendre ces petits chemins de bifurcage, comment dire, de regard intense sur des petits moments de la vie, justement, ça nous permet d'avoir une légitimité de dire, OK, mais là, c'est hyper injuste ce qui se passe à côté. Et c'est là que des initiatives comme ce que tu fais, ton podcast, elles prennent tout leur sens parce que il faut aussi en parler de tout le côté invisible, etc. Mais on n'est pas que malade, on est des personnes derrière tout ça et voilà. Et si ce petit côté qui ne se voit pas peut devenir une grande force pour nous et pour la société, eh ben, ce sera À super. fond. J'ai envie de profiter de cet épisode pour remercier aussi tout le corps médical, les infirmiers, les Ouais, infirmières, qui nous suivent et qui sont aussi dans de la bienveillance, dans de la tendresse, dans oui, de ah l'écoute oui, et qui travaillent plus, je dirais, ces aspects-là que la distance au final. c'est clair parce que là, on parle beaucoup du côté négatif, mais il y a des personnes extraordinaires qui exercent ce très beau métier voilà, que moi j'ai choisi et que j'adore, mais et c'est un métier difficile, faut pas oublier, c'est très très difficile d'être soignant, surtout aujourd'hui. Mais et il y a un milliard de personnes adorables et qui donnent tout.
pour que ça se passe bien contre quelques petits accros ailleurs. Et ces personnes-là, il faut les valoriser, il faut leur dire qu'elles ont raison de se battre au quotidien pour continuer à exercer leur métier de la manière dont elles le souhaitent et dont elles le veulent. Et ça, c'est hyper important. Et puis moi, j'en profite pour faire un petit coucou à toute mon équipe aussi. Si elle m'écoute, voilà. Super, ouais. Il y a vraiment des perles. Et puis, nous aussi, les non-soignants, on continuera à se battre pour vos droits parce que ça a aussi un impact directement sur nous. Donc, c'est juste, ça fait sens totalement. C'est ça, c'est ça. Alors, je pense que pour pas que ça se reproduise, ce genre de situation, il faut en parler. Il faut en parler, il faut pas les banaliser, il faut en parler. Je te remercie, Morane. C'était vraiment chouette cet échange avec toi. Merci à toi aussi, Tamara. À bientôt. À très vite.